Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis, je suis sincèrement heureux de vous accueillir si nombreux aujourd'hui à l'occasion du 26e Congrès national des professions libérales dans ce superbe monument historique qu'est le Palais Brongniart, et qui n'est plus la Bourse. Je le dis pour ceux qui seraient tentés demain de venir ici le détériorer. Notre congrès, qui s'adresse à l'ensemble des professionnels libéraux, des secteurs de la santé, du droit, des techniques et du cadre de vie, célèbre l'interprofessionnalité qui, au-delà des différences de chacun, nous réunit autour de valeurs communes. L'esprit d'entreprendre, la responsabilité, l'éthique et le souci de l'autre. Cette année, notre congrès se situe à un moment charnière de l'histoire de notre pays et probablement de sa démocratie. La crise majeure et inédite qui secoue les territoires et les villes traduit la réalité d'une juxtaposition de fractures au sein de notre société dont nous sommes les témoins chacun à travers nos métiers respectifs. Les professions libérales, à travers leur activité, rencontrent chaque jour plus de 5 millions de personnes pour accompagner dans ce que leur vie quotidienne a de plus intime et de plus secret, la santé, la justice et le droit, le conseil, l'habitat, la formation, les chiffres, le bien-être, l'expertise, l'écoute et j'en passe. Les professionnels libéraux représentent 28,2% des entreprises en France et plus de 2,3 millions d'actifs, dont 1,1 million de salariés au cœur des territoires. Cette proximité fait de nous les témoins des difficultés croissantes vécues par nombre de Français. À de nombreuses reprises, nous avons alerté les gouvernements successifs dans les difficultés du quotidien de nos patients et clients dans de nombreux territoires, ruraux et urbains, où souvent les professionnels libéraux étaient souvent les derniers à rester à leur service et à les accompagner. À de nombreuses reprises, nous avons dit que la situation imposait de fortifier nos professions et nos très petites entreprises, puisqu'il s'agit de très petites entreprises. Non seulement pour nous aider à encore mieux servir, mais aussi pour développer l'emploi de proximité et pour préserver du lien social. Et à chaque fois, nous avons déploré une politique économique élaborée en direction des seuls grands acteurs économiques du secteur industriel. Certes, ils comptent un plus grand nombre de salariés, mais la création d'emplois, le maintien du tissu économique local, ce sont les TPE, ce sont les petites entreprises de proximité. Et j'en profite pour saluer notre ami, le président de l'Union des entreprises de proximité UDP, cher Alain Griset, dont l'UNAPL est fière d'être membre et d'être la 4e confédération. Il n'y a pas d'ordre de préséance, bien entendu. C'est pourquoi nous avons choisi de placer ce congrès sous le thème des réformes et des défis qui nous attendent. Celles en cours, mais aussi celles à venir. Cette année est une année charnière pour la vie de l'UNAPL et des professions libérales. Alors vous regrettez sans doute que le gouvernement ne se soit pas présenté aujourd'hui pour entendre ce que nous avons à dire. Mais je dois vous dire qu'il n'était pas dans son intention de se défiler. Simplement, la crise des Gilets jaunes mobilise toutes les ressources gouvernementales et les impératifs de sécurité étaient tels qu'il aurait été difficile de garantir la sécurité du ministre qui s'apprêtait à nous rejoindre. Chacun peut le comprendre. Permettez-moi d'aborder quelques sujets du moment, les plus importants pour notre secteur. Tout d'abord, et ça a été dit au cours de cette table ronde qui vient de s'écouler, la réforme de la formation professionnelle, promulguée à la fin de l'été, qui opère une véritable bing-bang. Ce n'est pas le mot de moi, c'est le mot qu'elle, la ministre du Travail, a prononcé elle-même dans l'organisation du système et de son financement. Ainsi, si l'on en croit le fameux rapport Marx-Bagorski, qui a été commandé par le gouvernement, le nombre d'OPCA, organismes donc paritaires chargés de gérer et de collecter l'argent de la formation médicale, formation continue, des salariés, excusez-moi, c'est un lapsus vraiment professionnel, appelés à devenir des OPCO, c'est-à-dire les OPCO qui vont donc gérer les compétences de nos salariés dans nos entreprises, va se trouver pratiquement divisé par 2, en passant de 20 à 11, ce qui laisse entrevoir, vous l'imaginez tous, quelques pertes en ligne.
Heureusement, à UDP, la troisième organisation patronale, aujourd'hui, mais la première organisation patronale en nombre d'entreprises à laquelle nous sommes partie prenante, nous avions anticipé cette réforme en élargissant dès cet été le champ de notre OPCA Actalliance à l'artisanat, des services, du commerce et de l'alimentation pour créer l'OPCA PEPS. L'OPCA PEPS, ça veut dire quoi? OPCA des entreprises de proximité et de ses salariés. Parmi les 11 OPCO pressentis dans ce rapport, un seul, le numéro 10, contient dans son libellé les mots « proximité » et les mots « profession libérale ». Malheureusement, le même rapport entretient la confusion avec d'autres OPCO. Le numéro 3 de la construction, qui peut laisser penser à tort que les professionnels de la construction pourraient le rejoindre. Le numéro 6 des services financiers et conseils, qui associerait les professions juridiques. Le numéro 7 de la santé, censé associer les professionnels de santé, l'hospitalisation et le médico-social. Ces dénominations peuvent laisser penser à tort que certaines professions libérales pourraient être affiliées à d'autres OPCO que le leur, l'OPCO numéro 10 des services de proximité, de l'artisanat et des professions libérales. Nos professions ne doivent pas se laisser leurrer par ce scénario qui comporte le triple inconvénient de balkaniser les professions libérales alors qu'elles ont besoin plus que jamais de se rassembler pour continuer à exister, de marginaliser nos branches, forcément modestes au regard du nombre de leurs salariés, car nous sommes des TPE par définition, et qui se trouveraient noyés au sein d'un OPCO regroupant des entreprises de grande, voire de très grande taille, et surtout d'hypothéquer sur l'avenir en matière de restructuration des branches, car je n'imagine pas un seul instant que la recomposition actuelle des OPCA n'ait pas de répercussions et n'anticipe pas sur ce dossier. Heureusement, la plupart de nos 23 branches l'ont bien compris et ont su prendre la bonne décision en choisissant l'OPCO numéro 10. Nombre d'accords paritaires signés ou en passe de l'être en attestent. C'est le cas notamment des professions de santé, de la plupart des professions du droit. Alors, puisque je sais qu'ils sont dans la salle, mesdames et messieurs les notaires, encore un petit effort. Et des professions techniques et le cadre de vie. Même si cela reste compliqué dans certaines branches où les avis des organisations salariées sont parfois divergentes, nous restons confiants. La famille libérale devrait, Dieu merci, rester unie. Tant mieux, car une autre étape nous attend, celle de la restructuration des branches professionnelles. L'objectif de réduction du nombre de branches de 700 à 200 pour le mois de juillet 2019, c'est demain, est déjà très ambitieuse et supposera des sacrifices, obligeant certains regroupements, parfois, comment les qualifierais-je, d'acrobatiques. Mais nous savons tous que cela ne sera qu'une étape, car on parle déjà d'un objectif encore plus ambitieux, proche des 100 branches. Une fois de plus, nous avons su anticiper. C'est ce que nous faisons actuellement en tentant de construire une seule branche des professions libérales, donc une seule convention collective, assortie de plusieurs annexes par profession et par groupe de professions. Nous nous y employons. Il restera à résoudre une équation difficile. Permettre à chacune de nos organisations de pouvoir se compter en matière de représentation patronale et bien sûr avec tout ce qui en découle. Pour mener à bien ce dossier, l'UNAPEL a décidé de lancer 2 chantiers. Pas pour la Saint-Glinglin, pour la fin du mois de janvier 2019. Et nous le faisons avec notre ami, le professeur Anton Mattei. D'une part, un audit conventionnel afin de recenser ce qui est commun aux différentes conventions collectives. Et d'autre part, un travail de fond sur la définition et sur les spécificités des entreprises libérales. Le but étant bien sûr de lister et de recenser les particularités qui sont les nôtres et de montrer que si une entreprise libérale revendique toute sa place dans notre économie et dans le monde des entreprises, elle n'en est pas moins différente parce qu'il s'agit d'une entreprise libérale. Eh bien, nous allons essayer, je ne doute pas que nous allons y réussir, à montrer combien nous sommes différents et combien nous avons tous intérêt à rester groupés
au sein d'une seule branche transversale des professions libérales. Autre dossier où nous avons été précurseurs est celui du dialogue social territorial, par la création des commissions paritaires régionales des professions libérales. Suivant cela, l'exemple de nos amis artisans, qui ont créé voici une dizaine d'années les leurs, les fameux CPRIRA. L'UNAPEL a créé, après 9 années de bataille juridique, excusez du peu, les CPRPL, qui vont désormais pouvoir exister dans notre paysage. Nous avons organisé hier la première réunion nationale des CPRPL avec nos partenaires salariés des 5 centrales interprofessionnelles signataires de l'accord. Comme nous avons pu le constater hier, et ceux qui étaient avec moi peuvent en attester, ces instances sont bien là. Souhaitons-leur une longue vie et surtout souhaitons-leur qu'elles remplissent tout leur rôle en matière de dialogue social dans notre secteur au niveau régional. Dans le domaine économique, et ça a été évoqué au cours de cette table ronde, si nous tenons à saluer certains aspects de la loi Pacte, si elle voit le jour, un jour, parce qu'elle n'est toujours pas en application, elle n'est toujours même pas adoptée, qui devrait revenir en discussion au Parlement au début de l'année prochaine. Celle-ci, quand même, globalement, reste assez décevante pour notre secteur d'activité. Néanmoins, l'aspect le plus important de cette loi réside dans l'épargne salariale et l'épargne retraite, avec la disparition du fameux forfait social de 20%, qui était un véritable handicap pour son développement. Ainsi, l'accord paritaire sur l'épargne salariale dans les professions libérales que nous avons signé voici quelques années devrait donc pouvoir prendre son envol dès sa mise en œuvre l'année prochaine. Autre aspect positif dans cette loi, c'est la simplification attendue de la forme sociétale en EIRL, qui pourrait devenir le mode sociétal par défaut dans les petites entreprises, afin de remplacer celui de l'entreprise individuelle, soumise à l'impôt sur le revenu, qui devient, il faut bien le reconnaître, de moins en moins avantageux. Un regret cependant, et il est de taille, et ça a été souligné lors de la table ronde, nous n'avons pas pu obtenir, en dépit de nos demandes réitérées et permanentes, que les bénéfices de l'entreprise individuelle ne soient pas intégralement soumis à taxation fiscale par l'impôt sur le revenu et à taxation sociale également, sans tenir compte de ceux qui sont laissés sur le compte de l'entreprise pour lui permettre d'investir. Ceci témoigne d'une grave méconnaissance, voire, je n'hésite pas à le dire, d'un certain mépris, notamment de la part d'une certaine administration qui règne en maître à Bercy. Et je ne parle pas du fameux prélèvement à la source qui va pénaliser dès le mois de janvier nos petites entreprises. Et puisqu'il est question aujourd'hui de pouvoir d'achat, lâchons-nous de nos salariés, qui ont parlé d'une taxe imbécile qui frappe un certain nombre d'entre nous, la fameuse taxe sur les salaires, il fallait l'inventer celle-là, qui pénalise non seulement l'emploi, mais aussi la hauteur des salaires dans les secteurs des professions libérales de santé et de l'assurance. Le simple augmentation, voilà une proposition concrète que je fais aujourd'hui. La simple augmentation du seuil d'exonération permettrait à ces entreprises d'augmenter mécaniquement le montant des salaires versés à leurs salariés. Ouais. Alors, chiche, réponse dans les jours qui viennent. Pour terminer, quelques mots sur la crise qui traverse notre pays. Même si les revendications avancées par certains sont parfaitement légitimes et compréhensibles lorsqu'il s'agit d'évoquer la fracture sociale, la fracture territoriale, lorsqu'il s'agit d'évoquer d'un pouvoir d'achat insuffisant ou d'une surtaxation en tout genre, rien ne saurait justifier le recours à la violence que nous dénonçons. Car pour les professions indépendantes, c'est la double peine. C'est d'une part qu'elles subissent de plein fouet les augmentations des prix du carburant, comme évidemment les autres, et l'inflation des taxes, comme tout le monde, mais qu'en plus, elles subissent les conséquences des blocages qui perturbent gravement le fonctionnement de nos entreprises, particulièrement en cette période, qui est une période très sensible, des fêtes de fin d'année, où un grand nombre de nos entreprises réalisent une part très significative de leur chiffre d'affaires. Dans cette crise profonde qui traverse notre pays,
les corps intermédiaires que nous sommes, par nos organisations professionnelles, doivent pouvoir jouer un rôle majeur. Il est encore temps. Nous l'avons toujours dit, vouloir se priver de leur concours conduit souvent à l'affrontement. C'est ce que nous vivons actuellement. Nous avions prévenu, c'est exactement ce qui se passe. Alors l'UNAPL responsable, comme à son habitude, est prête à remplir cette mission et à jouer son rôle, pour peu qu'on l'écoute et pour peu qu'on lui en donne la possibilité. Pour finir, je viens de prononcer, et j'ai terminé, donc vous pouvez vous relâcher, je viens de terminer le dernier discours de ma mandature, puisque c'est mon dernier congrès, pas le dernier congrès auquel j'assisterai, mais auquel j'assisterai en tant que président, puisque dès le mois de février, une nouvelle équipe prendra les rênes de l'UNAPL et je lui souhaite tout le courage possible pour affronter les défis qui nous attendent. Et je vous remercie tous pour votre confiance. Bonne journée.